Alors, on se propose d'étudier le phénotype de la drépanocytose et d'en trouver donc l'origine. La drépanocytose, c'est en 1904, James Herrick, médecin à Chicago, fait la première description médicale de la drépanocytose. Il examine un étudiant noir âgé de 20 ans, hospitalisé pour toux et fièvre. Le sujet est faible, a des vertiges et souffre de maux de tête. Depuis un an, il ressent des palpitations et un essoufflement comme certains membres de sa famille. L'examen du sang montre que le malade est très anémique, le nombre de ses hématies n'atteignant que la moitié de la valeur normale. Les objectifs de la séance seront d'une part de déterminer les 3 échelles d'observation du phénotype drépanocytaire, de déterminer l'origine de cette maladie et de déterminer le mode de transmission de cette maladie. Alors, les méthodes et savoir-faire. Vous allez utiliser le microscope afin d'observer donc des frottis sanguins. Vous allez également exploiter un ensemble de documents. Vous allez exploiter également un arbre généalogique pour étudier le mode de transmission de la maladie. Et vous utiliserez également le logiciel Anagen afin d'exploiter une banque de données portant sur les séquences en acides aminés donc de protéines impliquées dans cette maladie et également sur le gène en question qui gouverne la synthèse de ces protéines. Enfin, vous écrirez une synthèse répondant aux différents objectifs. Maintenant, les savoirs indispensables sur lesquels il faudra vous appuyer pour bien comprendre ce qu'on vous demande au cours de la séance. Le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur. Il contient des cellules sanguines comme les globules rouges, également appelés hématies chez les vertébrés, chez certains vertébrés comme par exemple chez l'homme, les globules blancs ou encore appelés leucocytes. Les hématies ont la particularité de ne pas posséder de noyau. En fait, au cours de la maturation de ces cellules, elles perdent leur noyau. Elles contiennent par contre une protéine qui est l'hémoglobine, qui est un pigment rouge, qui donne la coloration d'ailleurs aux hématies. L'hémoglobine fixe le dioxygène et l'hémoglobine, qui est une protéine, est en réalité composée de 4 chaînes polypeptidiques. Alors, un rappel en ce qui concerne la chaîne polypeptidique, c'est une séquence en acides aminés. Par exemple, l'hémoglobine est composée de 4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2, 2 chaînes alpha, qu'on appelle aussi globine alpha, composées de 141 acides aminés, et 2 chaînes bêta, appelées également globine bêta, composées de 146 acides aminés. En ce qui concerne la structure des protéines, on parle de structure primaire qui correspond en fait simplement à la séquence en acides aminés, et la protéine va adopter une structure secondaire lorsque des acides aminés voisins établissent des liaisons, comme vous pouvez le voir sur le schéma, par exemple des liaisons dites hydrogènes. De cette structure secondaire va dépendre une structure tertiaire. En effet, la protéine va adopter une structure tertiaire, c'est-à-dire en 3 dimensions, lorsque les acides aminés établissent des liaisons en différents points, ce qui va donner à la protéine une certaine configuration spatiale, c'est-à-dire une certaine forme dans l'espace. Enfin, lorsque 2 ou plusieurs chaînes de structures tertiaires s'associent et forment une molécule de grande taille, la protéine a une structure quaternaire, ce qui est le cas donc de l'hémoglobine. Alors, lorsque vous allez observer donc un frottis sanguin donc au microscope, vous allez pouvoir distinguer donc 2 grandes catégories de cellules. Des cellules avec des noyaux relativement peu nombreuses, ce sont les leucocytes. Des cellules sans noyau, les hématies, que vous voyez donc sur le frottis sanguin. Rappel sur le phénotype c'est l'ensemble des caractères d'un individu. On étudie le phénotype à différentes échelles, à l'échelle macroscopique, à l'échelle cellulaire, à l'échelle moléculaire. À l'échelle macroscopique, le phénotype correspond à l'ensemble des caractères observables à l'œil nu. Ces caractéristiques, vous pourrez les déterminer à partir donc des symptômes qui vous seront décrits dans différents documents.
À l'échelle cellulaire, c'est l'ensemble des caractéristiques observables au niveau de la cellule. Vous pourrez déterminer ce phénotype à l'échelle cellulaire en utilisant le microscope et en observant différents frottis sanguins. À l'échelle moléculaire, c'est l'ensemble des caractéristiques, mais au niveau des protéines. Et donc, vous pourrez étudier ce phénotype moléculaire en utilisant le logiciel Anagen et en comparant des séquences en acides aminés. Rappel sur le génotype. Le génotype correspond à la combinaison des allèles que possède un individu. Rappelons que dans l'espèce humaine, les cellules sont diploïdes, sauf les gamètes, les cellules reproductrices, c'est-à-dire que chaque chromosome est en double exemplaire, sauf pour la paire de chromosomes XY, chromosomes de la même paire, mais ces chromosomes sont différents. Vous avez ici un exemple de karyotype dans l'espèce humaine. Eh bien, si je prends par exemple la paire numéro 1, les deux chromosomes de cette paire sont identiques et portent les mêmes gènes. En ce qui concerne maintenant la formule chromosomique, un rappel, on a donc ici 2 N chromosomes avec N représentant le nombre de types différents de chromosomes et 2 car chaque type est en double exemplaire. Cela implique donc que si je prends par exemple une paire de chromosomes comme affiché et représenté ici sous forme de 2 rectangles, les 2 chromosomes de la même paire sont appelés des chromosomes homologues. Chaque gène est donc en double exemplaire. On prend ici le cas par exemple d'un gène A. L'endroit où se situe un gène est appelé locus. Donc en fait les 2 gènes sur chacun des chromosomes ont le même locus, sont situés donc au même endroit. Ce qui implique en ce qui concerne le génotype de la cellule diploïde. Quand on écrit le génotype d'une cellule diploïde, chaque chromosome est représenté donc par une barre horizontale. Donc on représente 2 barres dans le cas d'une cellule diploïde. Comme sur chaque chromosome, on a le gène ici en double exemplaire. On écrira dans le génotype, donc ici par exemple l'abréviation pour ce gène, donc grand A, grand A. Et pour terminer, le génotype s'écrit toujours entre parenthèses. Cependant, le gène peut posséder différents allèles. Par exemple, dans le cas précédent, A est une des versions possibles du gène. Une version mutée existe, on le notera A+. On peut donc observer des individus de génotypes différents. Dans le cas présent, avec 2 allèles A et A+, pour un même gène, il existe 3 combinaisons possibles, c'est-à-dire 3 génotypes possibles. On aura, si l'individu possède les 2 mêmes allèles grand A, on aura donc l'écriture du génotype AA. Si l'individu possède les 2 allèles A+, on aura donc l'écriture du génotype A+, A+. Par contre, si l'individu possède un allèle A+, et un allèle A, on aura donc ici A+, A+, pardon. Les individus qui possèdent les 2 mêmes allèles pour un gène sont appelés individus homozygotes. Par contre, les individus qui possèdent 2 allèles différents sont appelés individus hétérozygotes. Alors, rappel sur les objectifs, déterminer 3 échelles d'observation du phénotype drépanocytaire, déterminer l'origine de cette maladie, déterminer le mode de transmission de cette maladie. Déterminer le phénotype macroscopique à l'aide de documents. Déterminer le phénotype cellulaire en étudiant des frottis sanguins à l'aide du microscope. Déterminer à l'aide d'Anagen le phénotype moléculaire. Utiliser également Anagen pour étudier l'origine génétique de la drépanocytose. Déterminer enfin les génotypes possibles de façon à pouvoir travailler sur un arbre généalogique.